Chers collègues, nous avons l'honneur d'accueillir aujourd'hui M. Manuel Valls en tant qu'ancien Premier ministre du 31 mars 2014 au 6 décembre 2016. Monsieur le Premier ministre, je vous souhaite la bienvenue. Je vous remercie de vous être rendu disponible pour répondre à nos questions aujourd'hui dans cette Assemblée que vous connaissez si bien. Vous le savez, à partir du 10 juillet 2022, plusieurs membres du Consortium international des journalistes d'investigation ont publié ce qui est désormais convenu d'appeler les Uber Files. S'appuyant sur 124 000 documents internes à l'entreprise américaine datés de 2013 à 2017, cette enquête a dénoncé un lobbying agressif de la société Uber pour implanter en France, comme dans de nombreux pays, des véhicules de transport avec chauffeur, des VTC, venant concurrencer le secteur traditionnel du transport public particulier de personnes réservé jusqu'alors aux taxis. Dans ce contexte, notre commission d'enquête a deux objets. D'une part, identifier l'ensemble des actions de lobbying menées par Uber pour pouvoir s'implanter en France, le rôle des décideurs publics de l'époque et mettre des recommandations concernant l'encadrement des relations entre décideurs publics et représentants d'intérêts. D'autre part, pour ambition d'évaluer les conséquences économiques, sociales, environnementales du développement du modèle Uber, l'ubérisation en France et les réponses apportées et à apporter par les décideurs publics en la matière. Dans la mesure où vous avez été Premier ministre, ministre de l'Intérieur, puis Premier ministre lors du conflit entre les taxis et les VTC entre 2014 et 2016, après l'arrivée d'Uber sur le marché français, votre témoignage nous a semblé indispensable pour vérifier les faits révélés par les Uber Files. Les Uber Files ont mis en évidence 17 échanges significatifs entre Uber et le cabinet du ministre de l'économie à l'époque. Les articles mettent en évidence que l'entreprise a pu exposer ces arguments et tenter d'obtenir des modifications législatives favorables au développement de son modèle d'affaires. En outre, les articles expliquent qu'un deal, je cite, aurait été conclu entre le ministre de l'économie et Uber après accord avec le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve. Nous avons reçu le Premier ministre Cazeneuve en audition ce matin, ainsi que l'ancien ministre des Transports, Alain Vidalis, qui nous ont tous les deux confirmé qu'il n'y avait pas eu de deal et qu'aucune décision de l'époque concernant la réglementation des VTC, les lois Thévenoud, les lois Grand-Guillaume, les règlements, n'avait échappé à l'interministériel. Mais vous pourrez nous confirmer cela. Les questions principales donc, que nous souhaitons vous poser sont les suivantes. De quelle manière votre gouvernement a-t-il traité la crise entre les taxis et les VTC, la crise entre les chauffeurs VTC et les plateformes telles qu'Uber entre 2014 et 2016 ? Pouvez-vous préciser s'il y avait des divergences entre les ministres de l'Intérieur, des Transports et de l'Économie, si elles étaient opaques, si elles faisaient l'objet de dissimulation de la part des uns et des autres, ou si elles étaient au contraire assumées, transparentes, dans le cadre d'un dialogue interministériel classique ? Lors de la première crise de 2014 ayant conduit à nommer M. Thévenoud comme médiateur, lui avez-vous transmis des consignes en amont pour privilégier plutôt le maintien du monopole des taxis, l'ouverture à la concurrence d'une partie du marché des VTC. Et enfin, selon vous, les différents acteurs, que ce soit vous-même et les ministres du gouvernement, ont-ils pu opérer sans pression, en transparence, au nom de l'intérêt général ? Ont-ils fait l'objet de pression de la part de lobbying ou d'autres acteurs ? Nous aurons bien sûr d'autres questions à vous poser avec mes collègues, mais je vous propose d'entamer notre discussion à ce stade en répondant à ces premières questions, en vous laissant bien sûr la parole pour votre propos liminaire. Je rappelle que cette audition est ouverte à la presse, qu'elle est retransmise en direct sur le site de l'Assemblée nationale. Et avant de vous laisser la parole, Monsieur le Premier ministre, je vous rappelle que l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires impose aux personnes auditionnées par une commission d'enquête de prêter serment de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Je vais donc vous inviter à activer votre micro, lever la main droite et dire « Je le jure ». Je le jure, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Madame la rapporteure, Mesdames et Messieurs les députés, d'abord c'est un plaisir et un honneur, et puis je ne peux pas me soustraire et je ne voudrais pas me soustraire à votre invitation. J'ai déjà eu l'occasion de le faire quelques reprises, notamment il y a quelques semaines pour la commission concernant les problématiques de souveraineté énergétique. Il est normal de répondre aux attentes, aux questions du Parlement quand on a été en fonction, comme je l'ai été au ministère de l'Intérieur ou comme Premier ministre. Peut-être un peu dans le désordre, plus une approche, une réponse à vos questions, en sachant que je vais essayer de m'en tenir d'abord aux faits, parce que je ne peux que répondre sur ces sujets-là. Il m'est plus difficile de répondre
allégations ou les informations qui ont été publiées par la presse il y a quelques mois et qui étaient suffisamment sérieuses pour qu'elles provoquent une commission d'enquête comme la vôtre. D'abord, ce que je veux dire, c'est qu'il n'est pas incongru, c'est un propos un peu liminaire, que des échanges entre des sociétés, des entreprises, et en l'occurrence la société Uber, et les pouvoirs publics aient eu lieu. Et que ces échanges, en l'occurrence, se soient prioritairement déroulés à Bercy, dans la mesure où la principale valeur ajoutée de ce type d'entreprise consiste dans le design d'une application numérique de mise en relation entre prestataires et clients. Bien sûr, il y avait des impacts sur des professions traditionnellement régulées ailleurs, au ministère des Transports, au ministère de l'Intérieur, mais la problématique plateforme numérique, surtout au milieu de la décennie précédente, où elles étaient émergentes, était d'abord traitée à Bercy et par le secrétariat d'État au numérique, placé sous la responsabilité du ministre de l'économie, où les dossiers numériques étaient enracinés de longue date. C'était donc la logique des choses. Avec le recul, on voit bien qu'il y avait un mouvement d'innovation, une demande croissante du public, avec des effets positifs et négatifs, évidemment. C'est d'ailleurs dommage que des acteurs européens puissants dans le domaine des transports, je pense au taxi par exemple, n'aient pas anticipé cette aspiration technologique avant qu'elle n'arrive et qu'elle s'impose ou qu'elle bouscule le marché, dans ce secteur d'ailleurs et bien d'autres. Troisièmement, Uber, à l'évidence, a eu des pratiques. Nous n'avons pas attendu là les révélations. C'était les pratiques qui ont marqué l'actualité. Uber a donc eu des pratiques et un comportement à la hussarde, pour utiliser un mot un peu général, en choisissant une politique du fait accompli et avec peu d'égard pour notre droit. Ce n'était nullement propre à la France. Cela a été pratiqué partout dans le monde, mais avec un budget global de lobbying très important, je crois autour de 80 millions d'euros. Uber avait décidé de s'attaquer à un marché important, le deuxième, si je ne me trompe pas, qu'était la France. Les autorités de l'époque ont cherché à mettre en place des digues protectrices de certains équilibres sociaux, comme par exemple la tentative de différenciation entre le service de taxi, l'immédiat, et les VTC, la réservation avec un quart d'heure minimum de temporisation, mais les tribunaux et le juge constitutionnel n'ont pas suivi. Il a fallu se rendre à l'évidence d'un besoin d'évolution. Je veux dire également qu'il faut prendre garde de ne pas tout reconstruire pour le seul plaisir du débat politique 8 à 10 ans après les faits. Mais l'émergence de plateformes a changé incontestablement le mode de consommation des citoyens, le mode de consommation des véhicules à la demande, et d'ailleurs a aussi accéléré dans les grandes villes la baisse du taux d'équipement de certains ménages en véhicules individuels. Et puis enfin, il faut reconnaître qu'il était nécessaire d'une manière ou d'une autre de libéraliser le secteur de VTC. Je reconnais que débat parfaitement légitime sur ce type de choix, qui avait été traditionnellement très corseté en France. Alors évidemment, cela ne s'est pas fait sans heurts. Aujourd'hui, mais peut-être que je n'ai pas, moi, la bonne distance, en tout cas la bonne vision sur ce qui se passe désormais, les deux professions coexistent ou sont côte à côte. Et contrairement à ce que certains avaient pu pronostiquer à l'époque, les taxis n'ont pas disparu. Bien au contraire. J'ai le sentiment qu'à Paris, par exemple, ils sont plutôt les gagnants, je n'ose pas dire les grands gagnants, de cette période. Et peut-être même que l'offre me semble de meilleure qualité. Je fais enfin un rappel, non pas pour minimiser nos débats, mais que, peut-être vous me reprendrez, le secteur des taxis et des VTC, certes est important, mais ne doit représenter que
un pourcentage minime de l'offre de transport en général, peut-être autour de 3%. Les pratiques d'Uber s'inscrivaient d'abord dans une culture, je ne vous apprends absolument rien, de start-up américaine, dans une culture technologique et économique structurellement agressive. Ayant compris très tôt dans les années 2010 le phénomène alors émergent des plateformes, la valeur économique et la puissance de marché qui résident dans l'effet réseau. Et l'effet, je traduis directement en français, le gagnant remporte tout. Donc c'était en effet une attitude agressive. Uber et d'autres plateformes ont dès lors pratiqué un lobbyisme agressif dans un certain nombre de pays, je l'ai déjà dit, où le marché à conquérir était appétissant, avec un certain cynisme. Il suffit de lire d'ailleurs l'audition de M. Mark McGain, qu'elle vous avait procédé, pour s'en rendre compte. Je trouvais que ça avait au moins l'avantage d'une forme de sincérité sur les pratiques. Très financé par le capital risque américain à l'époque, presque exclusif, la France d'ailleurs a rattrapé son retard depuis, notamment grâce à l'implication personnelle de celui qui était ministre de l'économie à l'époque, Emmanuel Macron. Elles ont pu, ces plateformes, se faire assister avec des moyens considérables, donc, de nombreux avocats pour détecter les failles législatives de nos pays respectifs, la France n'y a pas échappé, et de lobbyistes pour expliquer et défendre leur cause. Mais ils ne sont pas parvenus à leur fin par la seule manœuvre. Ils ont aussi saisi et anticipé plus vite que d'autres des tendances de fond liées aux évolutions numériques et économiques. Parfois, il arrive aussi que le consommateur vote avec ses clics, en quelque sorte. On peut le regretter, mais on ne peut pas esquiver totalement ce type d'évolution. Le ministre de l'économie de l'époque, en allant au contact de ces acteurs, c'était sa conviction. Cela pouvait susciter parfois des débats, mais c'était sa vision d'une économie qui était en train d'évoluer, a pu aussi en tirer des leçons sur la façon de développer l'économie numérique. Je souligne, avec le plus grand respect, qu'il n'a pas tout inventé. La French Tech, qui a 10 ans, doit beaucoup à Nathalie Kosciusko-Morizet ou à Fleur Pellerin. Chacun a su apporter de nombreuses pierres à un édifice qui rend d'ailleurs, dans ce domaine-là, me semble-t-il, la France aujourd'hui plus forte. Et pour moi, c'est ce qui comptait, c'est ce qui compte encore aujourd'hui avant tout. Cependant, je veux être là aussi clair, je n'ai jamais fait mienne, j'espère vous faire sourire, la thèse d'un nouveau monde merveilleux face à l'ancien monde qui serait ringard. En l'occurrence, je ne parle pas de politique seulement, mais j'évoque le monde d'Uber face à celui des taxis. Et prendre Uber pour se déplacer, se faire livrer un repas par Deliveroo, louer son appartement par Airbnb, je me rappelle que c'était une des phrases d'Alain Vidal-Alice, ce n'est pas à mes yeux le monde idéal, même si je suis conscient des changements de consommation. Deuxièmement, la précarité offerte aux jeunes de banlieue non plus. Et c'est vrai que là, nous avions un débat avec le ministre de l'économie qui considérait que ce secteur est extrêmement porteur d'emploi, notamment pour des jeunes non qualifiés. Vous pouvez avoir le débat. Moi, je me rappelle, j'essaie de vous parler le plus franchement possible, disant que dans le secteur des transports, il y avait des offres faites en effet pour beaucoup de jeunes, conditions qui passent leur permis de conduire, etc. Mais dans le secteur des transports, je me rappelle que dans l'agglomération que je présidais, avant d'être ministre, à Évry, c'est vrai aussi à la RATP, c'est vrai aussi dans le secteur des taxis, on trouve souvent, le plus souvent, ces jeunes ou ces origines de quartiers ou de départements. Donc, la précarité, même si c'était une réalité, au-delà de ce secteur qui existait, ne pouvait pas être une politique qui s'impose. Et enfin, là, nous étions évidemment, je crois, tous d'accord, la concurrence fiscale déloyale avec des entreprises qui ne paient pas l'impôt en France ne pouvait pas être non plus notre tasse de thé pour parler de manière familière. Enfin, vous avez auditionné, vous venez de le rappeler, Bernard Cazeneuve ce matin. Alain Vidal-Alice vous a livré également sa version. Il s'est d'ailleurs énormément impliqué.
Et il l'avait déjà fait d'ailleurs dans un livre très intéressant qui s'appelle « Ministre sous François Hollande », sur les expériences ministérielles et notamment sur celle-ci. Le conflit entre taxi et VTC était connu de longue date. Et il préexistait, là aussi, vous le savez, à mon entrée au gouvernement en 2012. Depuis le rapport Attali de 2008, et surtout depuis la création par le Parlement en 2009 d'un secteur déréglementé de véhicules de tourisme avec chauffeur sur réservation qui a conduit au triplement de l'offre VTC. Comme élu de la Grande Couronne parisienne, j'y ai fait allusion il y a quelques secondes, j'avais bien perçu le caractère aigu des enjeux sociaux pour la profession des taxis, avec d'ailleurs des impacts différenciés entre les artisans propriétaires, les salariés et la puissance économique particulière que représentait par exemple comme une société comme la G7. J'avais conscience aussi que l'évolution des modes de consommation et la montée en régime des plateformes nécessitaient de faire évoluer les choses pour rendre un meilleur service aux usagers. Si l'on prend l'exemple de la région parisienne, il était quasiment impossible de trouver des taxis en grande banlieue. C'est uniquement un détail. En tant que ministre de l'Intérieur, je n'ai pas eu à gérer directement à ce moment-là, je parle entre 2012 et 2014, le secteur ou des conflits dans ce secteur. Mais je savais que l'inquiétude était palpable et qu'il y avait des risques de dérapage. Sans doute qu'à l'époque, mon cabinet du ministère de l'Intérieur avait eu des contacts réguliers, c'était normal dans ses missions, avec ce secteur. Je n'ignorais pas qu'avant l'arrivée sur le marché d'Uber et d'autres sociétés du même type, une licence de taxi à Paris, par exemple, s'achetait aux environs de 250 000 €. Et je cite cela uniquement, là aussi je pense ne rien vous apprendre, cela permet de comprendre les difficultés financières des taxis, derniers entrants, confrontés brutalement à une concurrence de nouveaux acteurs sur le marché qui n'avaient aucune licence à amortir et qui, en plus, ne respectaient pas les règles spécifiques à la profession. Ce problème des licences, et d'ailleurs s'est invité à de nombreuses reprises, notamment dans les réunions que nous avons eues en début 2016. Lorsque j'ai pris mes fonctions à Matignon, le député Thomas Thévenoud terminait sa mission de concertation. Je n'avais pas eu de message ou de mission à lui transmettre avant, dans un sens ou dans un autre. Et l'examen de sa proposition de loi était enclenché en mode accéléré. Signe que chacun, au gouvernement comme à l'Assemblée nationale, considérait déjà le sujet comme urgent. Et nous savons tous que sa loi, celle qui porte son nom, visait à répartir les rôles entre les taxis et les VTC, la maraude pour les uns, l'obligation de réservation pour les autres. Après l'adoption de la loi Thévenoud, force est de constater que la situation ne s'est pas vraiment apaisée, car sans doute que la question était plus large que celle des seuls taxis et des VTC. Il y avait celle du covoiturage qui montait en puissance et faisait concurrence aux autres acteurs, celle des transporteurs dits lotis, la loi de 82, réputés réservés au transport de plusieurs personnes à la fois, et bien sûr celle des Uber et des plateformes de mise en relation qui se développaient dans les grandes capitales, avec notamment le service Uber Pop, le célèbre service Uber Pop, qui était une forme de covoiturage payant, illégal, et qui a finalement été interdit. Il a fallu réagir fermement suite à des incidents graves en juin 2015. Le ministre de l'Intérieur de l'époque l'a évoqué ce matin, je crois, devant vous. J'y reviendrai évidemment. En janvier 2016, avec Alain Vidalis, nous avons confié à Laurent Grandguillaume une mission de concertation, de nouveau, dans le but d'apaiser et de faire émerger les meilleures solutions, de nous aider d'ailleurs à faire émerger les meilleures solutions. Le travail de ce jeune parlementaire, qui était doté d'un vrai sens du dialogue, une vraie sensibilité sociale, il l'a montré sur les territoires zéro chômeur aussi, a conduit là aussi à l'adoption d'une loi à la fin de la même année. Les arbitrages ont été pris à chaque fois, j'espère, avec écoute, en analysant les positions des différents ministères, chacun défendant
ces visions, et elles reflètent, je crois, la direction que je souhaitais donner à travers l'action de mon gouvernement sur ce sujet sensible, à savoir la défense d'une offre de transports individuels de qualité pour les usagers fondée sur 2 piliers, une offre de taxi plus ouverte, professionnelle, transparente et avec une qualité renforcée, et des plateformes de VTC avec des conducteurs mieux formés et exerçant leur activité dans un cadre davantage régulé et une transparence sur leur tarification. Je veux terminer sur des questions de méthode avant de répondre à vos questions. Tout au long, ce sujet, évidemment, j'ai consulté de nouveau mes anciens collaborateurs, n'a jamais été suivi exclusivement par un seul de mes conseillers, mais toujours par 3, conjointement, afin que soit toujours conciliée la pluralité des points de vue et des intérêts, meilleure manière de suivre ce que vous appeliez, à juste titre, le travail interministériel. Ainsi, le conseiller transport, le conseiller affaires intérieures et un conseiller économique ont systématiquement piloté à 3 les réunions avec les ministères. Et cette organisation rendait impossible, je crois, très sincèrement, toute collusion et des intérêts particuliers ou tout angle trop exclusif. En outre, les sujets n'ont pas été laissés à la seule conduite de l'administration ou cabinet. Nous avons voulu, je le répète, conférer aussi un regard politique au traitement de ce dossier en nous assurant le concours de parlementaires, nous les avons déjà cités. Donc le gouvernement de l'époque a tenu à associer le Parlement à la définition et à la conduite de la politique des transports de personnes individuelles. Le 28 janvier 2016, afin de ménager une sortie de crise après des manifestations de part et d'autre virulentes, mais notamment des taxis, j'ai reçu tous les acteurs à Matignon, avec le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, et le ministre chargé des Transports, Alain Vidalis. Emmanuel Macron n'était pas là, pour des raisons d'agenda, mais je suis certain que son cabinet était directement présent à cette réunion. Nous avons examiné également l'hypothèse d'un rachat complet, cela faisait partie de nos réflexions, avec indemnisation des licences de taxi. Parce que j'étais soucieux que le développement des VTC ne ruine pas ce qui constitue un actif pour la retraite des artisans. Et puis je percevais la difficulté à maintenir des régimes juridiques étanches entre des professions qui font un métier assez proche avec des pratiques différentes, évidemment. Face au coût potentiel pour les finances publiques et face aux difficultés sociales de mise en œuvre, cette idée a été abandonnée, sans doute avec un peu de pragmatisme, au profit du mécanisme des licences incessibles. Mais elle a aussi fait comprendre, j'insiste de nouveau, aux professions de taxi, qu'il fallait se moderniser dans les systèmes de réservation, améliorer la qualité de service. Je me suis impliqué, évidemment personnellement, la période n'était pas facile, vous pouvez le comprendre, vu ce qui a marqué l'année 2015, et c'est le rôle du Premier ministre d'être à peu près sur tous les sujets. Je me suis personnellement impliqué en tant que Premier ministre dans la gestion d'un conflit social dur, avec des expressions parfois dramatiques, exprimées par les taxis, mais aussi du côté des VTC, avec le respect de femmes, d'hommes, qui effectuaient au fond, certes des métiers de contact, mais un vrai service public. Nous avons eu une réunion de plusieurs heures, non sans tension et coup de gueule. Nous avons aussi fait le choix de regroupement et de transfert des compétences au ministère des Transports. Je crois que ça a été un bon choix pour suivre et traiter ces questions. Bref, la politique de l'époque a pris en compte tout le secteur et n'a pas été omnubilée par le seul cas de l'emprise Uber. Bien évidemment, et c'est pour être complet mon dernier mot, puisque vous y avez fait allusion, et j'ai bien lu aussi les déclarations à ce sujet, je n'ai jamais eu connaissance d'un deal en 2015. Je ne l'aurais pas accepté. Il faut se souvenir que les atteintes à l'ordre public, avec des agressions physiques dans de nombreuses villes, Paris, Lyon, Marseille, ces atteintes étaient nombreuses, graves, intolérables. Nous tenions
à ce que la situation respective des taxis et des VTC évolue de façon raisonnable, dans la mesure du possible. Nous avions fait ce choix-là. D'autres pays, d'autres villes ou d'autres régions en Europe ou dans le monde ont fait parfois après le choix de l'interdiction, avec d'ailleurs une situation différente selon les pays. Vous ne serez pas étonné de vous dire que, par exemple, dans la ville de Barcelone, on n'est pas loin de l'interdiction, avec des conflits très durs. Ça n'a pas été le cas à Madrid. Ça reflète peut-être des orientations politiques, mais pas seulement, des histoires. Les conflits très durs à San Francisco ou à Bogota pour sortir de l'Europe ont également eu lieu. Mais la chose très claire, c'est que je veux souligner une nouvelle fois, c'est que nous ne pouvions pas accepter une concurrence totalement déloyale et illégale. Et l'arrêté pour mettre fin à Uber Pop était pour nous une priorité. Bernard Cazeneuve l'a rappelé sans doute ce matin, il a agi avec une grande fermeté. Les arrêtés d'interdiction d'Uber Pop ont été pris en juin 2015. Et pour cette interdiction et pour les arbitrages rendus en 2016, d'ailleurs, j'ai été pendant, je n'ai pas dû être le seul, pendant toute cette période, mis en cause de manière virulente dans des articles de presse ou sur les réseaux sociaux qui étaient alimentés à l'évidence, j'ai retrouvé une revue de presse très intéressante, qui était alimenté à l'évidence par Uber. Mais il me semble que c'était notre rôle. Nous avons tenu bon sur cette ligne de crête et sur les choix, sur l'idée que nous faisions à la fois de la profession des taxis et des VTC. Et c'est cela qui me permet de conclure cette première intervention liminaire et ces premières réponses à vos questions, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Premier ministre. Donc, vous nous l'avez dit, effectivement, il y avait une situation qui touchait toutes les grandes économies, au fond, et peut-être en particulier la France, parce que, entre autres, le secteur des taxis était très régulé, n'avait peut-être pas à l'époque apporté les adaptations nécessaires à son modèle qui, depuis, a évolué, avec, par exemple, les TPE, on en a beaucoup parlé ces dernières semaines. Et donc, si je comprends bien, vous nous dites que toutes les décisions qui ont pu être prises durant cette période, pour essayer de tenir cette ligne de crête, comme vous venez de dire, ont fait l'objet d'une concertation, au fond, assez classique au sein du gouvernement, avec les différents ministres impliqués, ministre des Transports, ministre de l'Économie, ministre de l'Intérieur, qui ont pu s'exprimer, et les décisions ont après fait l'objet de décisions interministérielles. Aucun ministre ne pouvait, sur ce sujet qui touchait 3 ministères, prendre des décisions, des arrêtés, seul, contre d'autres membres du gouvernement. Je vous le confirme, le mode interministériel, le fait que ce sujet était suivi par des ministères, pas seulement des ministres, qui pouvaient avoir des positions différentes eu égard à l'histoire du rapport de ces ministères avec cette profession. En l'occurrence, cela peut paraître étonnant, la relation du ministère des Transports avec le secteur des taxis et ensuite des VTC était assez faible. Nous l'avons renforcée. Je crois que c'était logique de le faire. Le ministère de l'Économie, ou le secrétariat d'État au numérique, s'emparait depuis peu de ces sujets. Je l'ai évoqué, je ne le répète pas. Et le ministère de l'Intérieur avait une tradition liée souvent d'ailleurs à celle de la préfecture de police de Paris, de rapport avec les taxis qui remontent sans doute à d'autres temps. Comme s'il n'y avait pas d'autres villes en France qui avaient des taxis. Mais il fallait gérer ce travail interministériel, et donc logiquement, comme c'est le cas, c'était au cabinet du Premier ministre et à ce dernier de faire les arbitrages. Merci. Je voulais vous poser aussi la question de la représentation des différents acteurs, taxi, VTC. M. Thévenoud, la semaine dernière, nous a dit qu'il avait pu travailler sans pression, sans consigne d'ailleurs, comme vous l'avez confirmé, rencontrant tous les acteurs. Et
au fond, a dit que même s'il n'avait pas été influencé dans son travail, il avait bien pu voir que tous les acteurs faisaient preuve de pression, de méthode de lobbying. Uber, évidemment, c'est l'objet de la commission d'enquête, mais aussi les taxis, en particulier le taxi G7. Puis vous avez mentionné aussi les mouvements de violence qu'on a pu voir dans les rues. Lorsque nous avons rencontré M. Rousselet, le taxi G7, il nous a confirmé d'ailleurs lui-même, sans problème, avoir accès à l'époque aux différents dirigeants publics. Est-ce que vous avez pu observer ces méthodes de lobbying de la part des différents acteurs? Est-ce qu'ils ont eu, selon vous, un accès équivalent, au fond, aux décideurs publics de l'époque pendant cette période? Comme ministre de l'Intérieur ou comme Premier ministre, moi, je n'ai pas constaté de pression dans un sens ou dans un autre, au-delà de ce que j'ai pu lire l'été dernier, ou il y a quelques mois. Mais je n'étais plus en fonction à ce moment-là. Mais pas à ce moment-là. Nous sommes contentés de deux sources, elles ne sont pas négligeables. D'abord, je le répète, le travail interministériel, et puis d'autre part, les rencontres que j'ai eues moi-même. Une essentiellement avec le secteur. Et puis, il y avait évidemment le travail parlementaire. Celui de Thomas Thévenoud, je l'ai évidemment vécu dans sa dernière phase. Il est d'ailleurs lui-même rentré au gouvernement sur un tout autre sujet. Malheureusement, il n'y est pas resté très longtemps pour d'autres raisons. Et ensuite, avec Alain Vidalis, nous avons suivi plus attentivement encore le travail qui était mené par Monsieur Grand-Guillaume. Je fais cependant une différence de méthodologie. Le secteur des taxis, et donc des grandes entreprises, comme la G7, avait pignon sur rue. Enfin, je le dis dans le bon sens du terme. C'était les interlocuteurs presque classiques, des partenaires de l'administration, voire des cabinets. Moi, je n'ai pas eu à rencontrer à l'époque, directement ou indirectement, ces acteurs. Sinon, dans des réunions qui parfois se sont passées, ou une réunion essentiellement, qui s'est passée avec une certaine tension. Donc, je fais cette différence, et de nouveaux acteurs, et notamment un qui émerge dans le marché et qui se comporte de la manière dont il s'est comporté. Bref, je fais la différence entre l'action d'entreprises ou de syndicats ou de groupements qui défendent leurs intérêts. Il appartient aux politiques et à l'exécutif ou au législatif de faire prévaloir dans la mesure du possible l'intérêt général, et de l'autre côté, de nouveaux acteurs qui souhaitent s'affranchir des règles ou imposer une certaine vision qui n'est pas totalement celle qu'en général nous défendions dans notre pays. Mais en tout cas, moi je n'ai pas eu à subir des pressions particulières dans un sens ou dans un autre. Une dernière question de ma part pour l'instant, plutôt sur les débats contemporains, puisque c'est évidemment un des objets de notre commission d'enquête, les conséquences de l'ubérisation. Vous avez fait allusion à l'Espagne. C'est un pays dont on a parlé à plusieurs reprises lors de cette commission d'enquête, qui a imposé une présomption de salariat, notamment sur la question des livreurs. Est-ce que vous voyez aujourd'hui, puisque vous avez souligné que c'était un débat qui avait lieu dans beaucoup de pays, des pays qui ont adopté d'autres modèles qui vous paraissent peut-être aujourd'hui plus appropriés? Est-ce que le modèle espagnol de présomption de salariat pourrait être, selon vous, un précédent en France, en particulier au moment où nous sommes en train d'avoir au niveau européen un débat sur une directive de présomption de salariat pour les plateformes? En l'occurrence, vous parlez de la directive, qui est un débat. Je vais être honnête avec vous, grâce à vous, j'étais obligé de me pencher davantage sur le sujet. Grâce à vous, je veux parler de la commission et de cette invitation. De ce que j'ai pu comprendre, je parle sous votre contrôle, cette directive a pour objectif l'amélioration des conditions de travail des individus exerçant une activité via une plateforme. Et elle permet d'instaurer, vous l'avez dit, un mécanisme de présomption de salariat, si certains des 5 ou 7 critères non arbitrés à ce stade prédéfinis sont constatés, et encadrer, améliorer
la transparence de la gestion algorithmique du travail, parce que je pense que c'est le vrai sujet auquel nous sommes confrontés, et nous le serons davantage dans l'avenir. Alors c'est vrai qu'il y a un certain nombre de pays, Portugal, l'Espagne, la Belgique, etc., les Pays-Bas aussi, qui sont favorables à ce qu'on pourrait appeler une ligne ferme, dure, qui entraîne une requalification quasi automatique et systématique vers le salariat. Ils souhaitent ce mécanisme de présomption du salariat qui puisse se déclencher dès que 2 critères sur 5 sont constatés. Et il y a des positions évidemment différentes. Ce n'est pas nouveau pour ce qui concerne l'Union européenne, avec des pays qui sont opposés à la requalification massive. Et puis, il y a des positions plus intermédiaires, comme la position allemande ou la position française. J'espère ne pas vous étonner pour vous dire que je me sens davantage proche de la position française, même si je comprends, au vu de ce que j'ai vécu, des positions plus dures comme celle du premier groupe que j'évoquais. Mais la position française, de ce que j'ai cru comprendre, là aussi, elle cherche à préserver la nécessité de créer des géants numériques européens qui créeront de la valeur numérique en Europe et de mieux protéger évidemment les salariés, les travailleurs de ces secteurs. Ce que je crois, c'est que l'unification du marché européen est nécessaire pour l'éclosion de ces champions européens. Et je regrette d'ailleurs, mais je le dis avec beaucoup d'humilité, parce que je suis quand même de très loin cette discussion, je regrette des divisions ou des prises de distance entre États membres, que cette discussion soit bloquée pour savoir s'il faut 2, 3 ou 4 critères pour définir la présomption de salariat. Je ne suis pas étonné par le fait que s'affrontent des traditions régulatrices de basculement automatique des travailleurs des plateformes via une requalification du salariat et d'autres traditions plus libérales. Ce que je pense très sincèrement, c'est d'ailleurs d'une certaine manière ce que nous avions en tête au moment des faits qui m'amènent devant vous. C'est qu'il faut essayer de préserver la force d'une économie nouvelle et de l'autre, le statut des salariés. Et si la France a une position médiane entre ces différents blocs, il me semble que le plus urgent, c'est d'adopter une position, une directive au niveau de l'Union européenne, et que le droit change et qu'il devienne plus protecteur pour les salariés. Donc, unification du droit et protection pour les salariés, c'est peut-être le fruit à la fois de mes convictions, mais aussi de mon expérience que je vous donne en répondant à votre question. Oui, bien sûr. Oui, Monsieur le Premier ministre, je voudrais quand même revenir sur la période des révélations des Uber Files. A posteriori, après toutes ces années passées, avec donc beaucoup plus de recul sur les événements, n'avez-vous pas le sentiment que la focalisation du débat sur la plateforme Uberpop, qui était finalement le paroxysme de la concurrence totalement déloyale et faussée par rapport à la profession de taxi, puisqu'il ne s'agissait pas simplement d'avoir des chauffeurs VTC pour lesquels la carte VTC ne coûte que peu, 250 € quand un chauffeur de taxi doit mettre parfois 250 000 € dans une licence. Les différences sont encore d'autres ordres. La tarification du taxi fixée par exemple pour Paris par la préfecture, quand Uber pouvait régulièrement finalement faire un dumping et casser les prix. Puis très rapidement il a augmenté en augmentant sa marge, en opérant une pression, mais du coup une concurrence très forte sur le prix de la course qui leur permettait de s'imposer sur le marché. Et il y a eu une période pour les taxis, c'était extrêmement dur, d'autant plus quand évidemment arrive Uberpop. Mais n'avez-vous pas le sentiment que la focalisation du débat autour d'Uberpop
a permis à Uber de gagner du temps. Et que finalement, il y avait une stratégie de lobbying par Uber qui est théorisée comme la stratégie de la violence. Il le théorisait, et Travis Kalanick s'en faisait le maître et assumait d'organiser la conflictualité sur le terrain de cette compétition pour pouvoir mieux imposer, sachant que leur objectif était non seulement de ne pas respecter les réglementations en vigueur dans tous les domaines, droit du travail, concurrence, fiscalité, enfin à tous les niveaux, mais avec la volonté que cet état de fait qu'ils imposaient puisse modifier l'état de droit. Mais est-ce que vous n'avez pas eu le sentiment, a posteriori, que la focalisation sur Uber Pop n'a peut-être pas permis de prendre la mesure de la concurrence déloyale mise en place par Uber tout court? Avec le recul, Madame la rapporteure, il est évident que, à ce moment-là, ce n'était pas totalement nouveau, mais que nous faisions face à l'émergence d'une nouvelle économie qui nous venait essentiellement d'outre-Atlantique, mais pas seulement, et qui était en train de gagner le monde, et qui posait des vrais problèmes politiques, économiques, sociaux, éthiques, mais qui aussi bousculait le marché et obligeait à réagir. Cette obligation de réaction, elle concernait bien sûr les pouvoirs publics, les élus, mais elle concernait aussi les entreprises qui devaient faire face à cette concurrence. Mais en réfléchissant de nouveau, et votre question intéressante m'y oblige à voix haute, je pense que cette ligne de crête, en tout cas les arbitrages ministériels et les textes de loi de cette époque ont permis précisément d'offrir des solutions de transport plus diversifiées, plus complètes pour nos citoyens, tout en préservant les métiers et les spécificités de chacun, et des taxis en particulier, en toute indépendance, je le répète à chaque fois. Et moi, j'ai le sentiment, peut-être on a perdu du temps, peut-être qu'il y a eu des manœuvres, je veux bien le croire, le temps politique, le temps de l'exécutif, le temps législatif est toujours long par rapport à des pratiques qui, elles, épousent les nouvelles formes de communication. Mais non, je pense que nous avons traité, par les déclarations très fermes des ministres, qui étaient sous ma responsabilité, les miennes aussi, et par les choix que nous avons faits, nous avons bien répondu, à ces pratiques brutales, parfois illégales, de cette société. Et d'ailleurs, quand je lis ce qui a été publié il y a quelques mois, les Uber Files, la presse de l'époque ou les comptes rendus de votre commission, j'ai plutôt le sentiment que ces acteurs-là, Uber en l'occurrence, se plaignaient de ne pas avoir véritablement du côté du Premier ministre, du ministre de l'Intérieur, c'est normal, du côté de l'Élysée, il n'y avait rien à dire, se plaignaient plutôt de l'absence de réponse et surtout du fait qu'ils étaient très loin de leurs objectifs et de leur but. Vous avez réaffirmé en début d'audition qu'il n'y a pas eu de deal, et pour nier tout deal qu'il y aurait pu y avoir entre le gouvernement et Uber sur l'abandon de la plateforme Uber Pop en échange d'assouplissement des exigences en termes de formation pour les chauffeurs VTC. Dans les documents révélés par les Uber Files et transmis à la presse par le lanceur d'alerte Mark McGann, on a plusieurs éléments qui montrent des échanges très fréquents avec le ministre de l'économie de l'époque, Emmanuel Macron, autour de ces sujets. Et également une stratégie en tant que telle, une stratégie qui était
acté en 2 temps. Un temps des amendements à l'Assemblée nationale pour essayer de déconstruire, de détricoter la loi Thévenoud, qui certes avait été adoptée mais n'était pas appliquée, d'ailleurs ne l'est toujours pas aujourd'hui, hein. Il n'y a pas de retour au garage des chauffeurs VTC et la maraude électronique se poursuit bien de fait dans les faits. Et ensuite, la volonté d'intervenir sur la formation. Moi je voudrais vous lire des exemples des SMS qu'on a pu avoir dans ces échanges-là. Notamment un message de Marc Magan qu'il transmet à ses collègues à l'intérieur d'Uber, suite à des rencontres donc avec Emmanuel Macron et son cabinet. La discussion avec Emmanuel Macron lors du rendez-vous de Bercy a porté sur la déréglementation des VCC, à savoir l'abaissement des barrières à l'entrée qui limite l'offre. 250 heures de formation, entre 4 000 et 6 000 euros pour une licence. Il souhaite que nous l'aidions en communiquant de manière claire et agressive sur le fait que le prix à payer est celui des VTC. Un système de licence VTC Light permettrait une réelle création d'emplois et d'opportunités économiques. Donc, on a d'autres messages de cet ordre-là qui montrent que Uber est très satisfait des relations qu'il peut avoir, enfin, en tout cas les dirigeants d'Uber sont très satisfaits des relations qu'ils peuvent avoir avec Emmanuel Macron sur les évolutions, sur la prise en compte en fait de leurs préoccupations. Alors, de 2 choses l'une, je pense qu'il est tout à fait possible que le Premier ministre de l'époque que vous étiez, ainsi que le ministre de l'Intérieur, ainsi que le ministre des Transports, ne soient pas au courant des communications qu'il y a entre le ministre de l'Économie et les plateformes. Et que vous ayez découvert ces relations-là au moment des révélations Uber Files. Mais lors de vos échanges et de vos discussions, est-ce que vous confirmez néanmoins qu'Emmanuel Macron était sur une position qui n'était pas du tout celle du ministre de l'Intérieur et celui du ministre des Transports, et qui, compris dans le débat parlementaire, s'affrontait à l'intérieur même du groupe dans lequel vous étiez, le groupe socialiste, de tendance? Est-ce que vous voyez à ce moment-là aussi des amendements, des stratégies d'amendement, telles que les Uber Files nous le révèlent, d'amendements qui ont été soit soutenus indirectement par des proches de Macron, soit transmis même directement par la plateforme Uber? Est-ce que vous voyez ces oppositions de cette manière-là? Je vois le sens de votre question. Je ne parlerai pas des positions et des tendances au sein du groupe socialiste à l'époque. Elles étaient effectivement très nombreuses. Alors, moi, je n'étais pas au courant de ces échanges que vous évoquez, qui ont été révélés. Mais, je le répète, je l'ai dit au début dans mon intervention liminaire, que le ministre de l'économie ait des relations, des rapports avec des entreprises dans cette économie émergente qui cherchent à s'imposer ou à offrir leurs services, j'emploie un mot neutre dans notre pays, moi cela ne me choque pas, l'idée de cette relation. Moi je n'ai pas eu de rapport direct ou indirect avec ce secteur. J'ai interrogé mes collaborateurs, je le dis en passant, l'ensemble de mes collaborateurs qui suivaient ces questions-là. Ils m'ont dit qu'ils n'avaient eu, eux, aucun rapport direct et que personne n'avait été reçu à Matignon. D'ailleurs, ça n'aurait pas été un scandale. Peut-être on peut toujours le vérifier encore de plus près. En tout cas, monsieur Marc McGann, mais ce n'est pas le sens de votre question, hein, n'a jamais été reçu à Matignon lorsque j'étais Premier ministre. Et j'ai interrogé d'ailleurs celle qui était ma directrice de cabinet à l'époque, Véronique Bédag, suite aux déclarations que M. McGann a fait devant votre commission. Elle n'avait aucun souvenir d'une réunion ou d'un rapport direct ou indirect avec Uber. Je ne fais que rapporter des propos. J'ai évidemment une grande confiance dans ce qu'elle me dit et dans l'intégrité qui n'est pas à démontrer, qui est la sienne. Donc, que ces rapports aient lieu au niveau de Bercy, au niveau du ministre de l'économie, moi, ça ne me pose pas de problème. Deuxièmement,
les faits, c'est ça qui, évidemment, m'importe avant tout. Moi, je n'ai pas eu connaissance d'un travail particulier de lobbying auprès des parlementaires, de pression, d'amendements déposés, donc, mais Bernard Cazeneuve y a répondu aussi ce matin, et surtout d'un aboutissement, d'ailleurs, de ce travail auprès des députés, en l'occurrence socialistes. Alors, dans beaucoup de secteurs, dans de nombreux domaines, j'étais député entre 2002 et 2018, il nous est arrivé de recevoir telle association, tel secteur, je m'échappe là du secteur concerné, des amendements, et d'ailleurs parfois pour de bonnes causes, pratiquement rédigés. J'ai jamais beaucoup aimé cela, parce que j'ai l'impression que c'est une forme d'intrusion dans le travail parlementaire, mais cela existe. Qui plus est, la loi Sapin régule déjà depuis un certain nombre d'années ce type de pratique et en interdit d'autres. Mais encore une fois, moi, je n'ai pas eu connaissance à l'époque. Et d'ailleurs, Laurent Grand-Guillaume, qui suivait ces sujets-là, vous l'avez auditionné, je crois, hein, il va être auditionné. Donc il vous le dira bien mieux que moi, était extrêmement respecté au sein du groupe majoritaire, au sein du groupe socialiste. Et cela m'étonnerait que lui ait pu laisser passer, ou se soit laissé impressionner par tel ou tel amendement ou telle pression qui ait pu s'exercer. Donc, alors, est-ce que cela a donné des résultats en particulier? Est-ce qu'on a allégé, par exemple, des contrôles sur Uber ou d'autres plateformes VTC? C'est d'ailleurs une des questions qui m'était posée. Non. Non. En revanche, avec l'aide d'un moteur de recherche très connu, j'ai retrouvé des articles de presse relatant des décisions strictement inverses de mon gouvernement suite au conflit social de janvier 2016. C'est-à-dire que, compris au fur et à mesure, permet d'apporter un élément à votre question précédente, au fur et à mesure du déroulement du conflit, parce qu'il a duré en effet plusieurs mois, plutôt le sentiment, moi, que la position du gouvernement a été de plus en plus ferme vis-à-vis de ces pratiques. Alors, et je termine, je suis trop long, pardon. Emmanuel Macron défendait des positions. Je pouvais les partager, parfois, sur la loi travail, par exemple. Défendait ses positions à la fois comme ministre de l'économie. Je ne dis pas qu'il y a un jeu de rôle des ministres. Enfin, parfois, quand vous êtes à l'économie, vous défendez des positions un peu différentes de celles du ministère de l'Intérieur ou les Transports. Ou à la Défense, vous ne défendez pas tout à fait les positions du ministre du Budget. Je ne vais pas vous faire la vie quotidienne à Matignon cet après-midi. Mais il défendait par conviction, et parce qu'il était ministre de l'économie, un certain nombre de positions qui étaient un regard attentif, ouvert à cette nouvelle économie qui était en train de surgir. Toutes ces positions à l'époque sont connues, étaient connues. Il n'y a aucun mystère. Lui et son équipe défendaient évidemment une plus grande libéralisation de ce secteur, au nom même, je l'ai dit tout à l'heure, du potentiel que cela pouvait créer pour notre économie, pour l'emploi, pour des secteurs de la population peu qualifiés qui pouvaient la trouver une voie positive, mais aussi pour l'image de la France. Aussi pour l'image de la France. Donc, et ces positions, il les a défendues au sein du Conseil des ministres, dans les réunions interministérielles, ou dans des forums nationaux ou internationaux. Mais il était dans son droit et dans sa position. Mais ce qui comptait, de mon point de vue, ça concerne et ça concernait tous les membres du gouvernement, c'est que les arbitrages soient rendus en fonction des choix que nous avons faits, que je faisais sous l'autorité du président de la République. Donc, moi, je n'ai pas eu à me plaindre ou à ressentir
des positions qui nous mettraient en difficulté. Que parfois la discussion a été rude, à la fois polie et respectueuse de chacun, c'est normal, mais elle se déroulait dans l'enceinte ou dans la discrétion, ou sinon dans le secret, des discussions entre ministres ou autour du Premier ministre. Il y a clairement à ce moment-là une position idéologique clairement assumée par Emmanuel Macron et qui ne date pas de ce moment-là. Hein. Il a été le rapporteur aussi du rapport Attali sur la libération de la croissance, qui a amené à la création du statut d'auto-entrepreneur, la loi Novelli. Donc il y a une cohérence dans la volonté de tout libéraliser. Il ne s'agit pas de remettre cela en cause. Il s'agit, à travers les révélations Hubert Falz, de s'interroger sur la portée de tous ces échanges extrêmement réguliers et forts entre une plateforme américaine, par ailleurs hors la loi sur bien des domaines, et un ministre en exercice, avec des messages extrêmement importants. Je vous en lis un autre, de Mark Magan, qui écrit au ministre, n'oublions pas quand même à qui il écrit. « Désolé de vous embêter, mais il y a une descente en ce moment d'une vingtaine de fonctionnaires de la direction des finances publiques. Ils disent qu'ils vont mettre les dirigeants en garde à vue. Leur mandat, taxation de Uber BV, qui gère tout Uber dans 50 pays. Nous avions espoir de pouvoir atteindre le fameux climat d'apaisement dès ce week-end. Pouvez-vous demander à vos services de nous conseiller ? Merci, Mark Magan. » On a d'autres échanges de cette nature-là où ils essaient d'intervenir face à un nouvel arrêté pris dans les Bouches-du-Rhône. Enfin, il y a plusieurs échanges et parfois des réponses du ministre Emmanuel Macron qui peuvent être saisissants, concernant par exemple l'arrêté pris par le préfet Nunez des Bouches-du-Rhône de l'époque. Emmanuel Macron qui répond « Je vais regarder cela personnellement. Faites-moi passer tous les éléments factuels et nous décidons d'ici ce soir. Restons calmes à ce stade, je vous fais confiance. » Donc, au vu de tous ces échanges qu'il peut y avoir dans ces révélations Hubert Falz, le discours que vous tenez en tant que Premier ministre dans vos souvenirs de l'époque, ainsi que ceux du ministre de l'Intérieur et des Transports, peuvent attester de l'opacité qu'il pouvait y avoir entre les relations du ministre de l'économie et d'Uber, puisque vous n'en avez pas eu connaissance. A priori, vos collègues confirmaient ce que vous laissez entendre, que dans l'arbitrage ministériel, vous n'avez pas, vous, vécu d'influence et de pression indirecte provenant de ces lobbies ou exprimée telle qu'elle par Emmanuel Macron. Et concernant le débat parlementaire, sans doute était-il, entre guillemets, plus loin de là où on exerce le pouvoir pour pouvoir le réaliser. Néanmoins, avec le recul, on peut se dire qu'Emmanuel Macron était donc minoritaire à l'époque. Il n'a pas réussi soit à obtenir les arbitrages qu'il promettait à Uber, ou bien alors, pour d'autres raisons que j'ignore, a volontairement menti à Uber en leur faisant croire qu'il allait véritablement défendre leurs intérêts, parce que quand même ces engagements qu'il prend dans ses messages sont forts. Aujourd'hui, avec la loi Sapin 2, est-ce que vous pensez que ces éléments-là ne seraient impossibles? Quelles recommandations, de par l'expérience que vous avez pour avoir assumé les fonctions de Premier ministre, quelles recommandations vous pourriez faire à la Commission au service d'une meilleure séparation des lobbies et de l'État, M. Cazeneuve et M. Vidalis ayant néanmoins exprimé à quel point ils pouvaient être choqués par ce type de relations, où ils ont, eux, je reprends les propos de Cazeneuve, a dit clairement qu'on n'a pas à négocier avec une entreprise hors la loi. Moi, j'aime le débat public, politique, aucune question ne me choque. Et venant de parlementaires, dans le cadre d'une commission d'enquête, elles sont parfaitement légitimes suite aux révélations qui ont causé sa création. Cependant, j'étais Premier ministre, je ne parle pas en termes d'autorité,
mais j'ai exercé des responsabilités importantes pour mon pays dans des moments particulièrement difficiles, notamment évidemment face au terrorisme. Emmanuel Macron est aujourd'hui le président de la République, élu et réélu. Et donc je fais très attention, non pas à mon propos, parce qu'il est libre, mais à ce que mes propos ici, je vous parle très franchement, Madame la rapporteure, ne participent pas d'une joute politique ou d'une volonté, même si je ne mets absolument pas en doute votre volonté manifeste de connaître les faits, et de connaître toute la vérité sur ces révélations. Et moi, je ne veux pas ou je ne peux pas, c'est au moins l'avantage des anciens premiers ministres, participer de cela. Je le répète, il était logique que le ministre de l'économie ait ses relations, ce rapport avec des entreprises. On peut toujours avoir un débat sur le contenu des SMS ou des WhatsApp, des SMS plutôt à l'époque, sur leur fréquence, sur ensuite l'interprétation que fait cette société et ses dirigeants, qui peut-être se poussent un peu du col et se donnent une très grande importance, alors qu'ils sont eux-mêmes en difficulté face aux décisions qui ont été prises. Jamais le ministre de l'économie de l'époque, il savait qu'il y avait un endroit où on pouvait, en tout cas, essayer d'exercer, c'est normal, la pression de sa conviction, c'était le bureau du Premier ministre. Jamais le ministre de l'économie ne m'a demandé, dans un sens ou dans un autre, mais de remettre en cause les choix de l'administration, des enquêtes, ou de laisser faire ce qui était, vous avez parfaitement raison de le dire, des actes illégaux. Donc jamais, jamais. Alors que lui ait des convictions, et que d'ailleurs il ait à un moment décidé dans sa vie politique, pour les mettre en œuvre, de s'affranchir de la solidarité gouvernementale à l'époque en 2016 et d'être candidat à la présidence de la République, ça c'est une autre chose. Ce sont ses choix. Et les Français l'ont, j'ai l'impression, plutôt suivi. Mais jamais il n'a exercé cette pression. Il a défendu des convictions, il a respecté les arbitrages. Et je répète, je n'étais pas éloigné de ce qui se passait à l'Assemblée nationale. Malheureusement, parfois, j'étais très présent au sein du groupe socialiste qui, pour une partie, était en conflit ouvert avec mon gouvernement. Donc j'étais très, très présent, mais je vous parle honnêtement, alors, avoir parfois des pertes de mémoire, mais au sein du groupe socialiste, où je me rendais toutes les semaines, hein, sinon 2 fois par semaine, le mardi et le mercredi, j'assistais évidemment aux questions au gouvernement les 2 jours, jamais sur ce sujet-là, hein, je n'ai eu, peut-être que Laurent Grandguillaume éclairera mieux que moi cette discussion, le sentiment qu'on cherchait à nous contourner d'une manière ou d'une autre. Donc, je ne veux pas réécrire l'histoire maintenant. Ça serait facile, hein, pour moi, mais je ne veux pas, parce que je veux rester au plus près des sentiments ou de la vérité qui était ressentie à ce moment-là. Vous avez fait allusion à Marseille et ce qui s'est passé en octobre 2015. Le sujet a été évoqué aussi peut-être avec Bernard Cazeneuve. La préfecture de police de Marseille avait souhaité empêcher plus nettement, parce que le problème se posait aussi, mais vous le savez, les pratiques de maraude électronique, qui étaient interdites depuis l'adoption de la loi Thévenoud 1 an avant. Donc la loi s'appliquait aussi, en tout cas, dans un certain nombre de ces aspects. Mais là, vous savez, je vous renvoie à ce que vous a dit Laurent Nunez, qui était alors le préfet de police des Bouches-du-Rhône de l'époque, lors de son audition il y a quelques jours devant vous. Et là aussi, il n'y a pas eu de pression exercée sur le préfet de police des Bouches-du-Rhône. Le préfet de police agissait là dans la droite ligne des instructions qu'il avait reçues du ministre de l'Intérieur.
comme les autres préfets de France, il ne pouvait pas recevoir d'autres instructions ou des instructions venant d'autres ministres sur ce sujet-là. Sinon, le ministre de l'Intérieur ne l'aurait pas accepté, moi comme Premier ministre non plus, ayant été en plus place Beauvau. C'est d'autant plus vrai, je crois qu'il vous l'a dit aussi, que l'arrêté qu'il a pris a été modifié afin d'être rendu plus restrictif, en s'appliquant sur un plus vaste territoire et en ciblant plus d'acteurs que la seule application UberX, l'application qui avait succédé à UberPop, mise en œuvre toujours par la société Uber. Donc il s'agissait, en l'occurrence, d'éviter les fraudes et le contournement de la réglementation qu'il avait pu observer lors des contrôles qui étaient mis en œuvre. Je reprends cet exemple pour dire que précisément, il me semble que nous n'avons pas cédé à ces pressions. Bien au contraire. Je pourrais avoir une position à l'époque tranchée, qu'on peut aussi avoir aujourd'hui, qui serait l'interdiction de toutes ces pratiques. Ce qui poserait sans doute des problèmes constitutionnels et juridiques sérieux, pas dans ce secteur seulement, mais dans toute une série de secteurs. Que ces secteurs-là, dans les grandes villes notamment, nécessitent une régulation au niveau européen comme au niveau national, une lutte acharnée contre des pratiques illégales et insupportables, une vision des travailleurs et des salariés que nous ne pouvons pas accepter, à l'évidence. Et je ne sais pas quelle sera exactement la fin de l'histoire, en tenant compte que nous vivons dans une économie ouverte, avec un marché unique européen, mais qui doit être régulé. Il est là le grand débat. C'est toujours celui de la régulation. Et dans ce débat-là, il y a des positions qui peuvent être différentes, je le rappelais, pour les pays européens, sur plus ou moins de régulation. Ça, c'est le débat pour l'avenir. Mais c'est un débat qui me semble très intéressant, qui est d'ailleurs le débat politique et démocratique qui a lieu en permanence. Je réponds enfin à votre question sur la loi Sapin II, bref, sur les recommandations qu'on peut faire pour améliorer les choses. Bon. À l'époque, moi comme ministre, et tous ceux qui m'entouraient, mais aussi les principaux collaborateurs du président de la République, et enfin ce dernier, nous avons été marqués, je parle en termes de pratique, par la dérive de l'un des nôtres, qui a fait énormément de mal, non seulement à l'exécutif, mais au monde politique, pour des raisons que je n'ai pas à développer ici, tellement elles sont évidentes, et puis le Parlement y avait travaillé lui aussi. Mais suite à cela, il y a une loi qui a été adoptée, qui parfois est critiquée d'ailleurs par les politiques eux-mêmes, qui l'avaient votée. Mais pas seulement une loi, une institution, la haute autorité, la transparence de la vie publique, qui l'a fait vivre et qui développe une doctrine, sinon même une jurisprudence parfois en fonction des cas. Et aujourd'hui, ces règles sont lourdes et contraignantes, aussi bien pour les responsables politiques que pour les hauts fonctionnaires. Elles s'appliquent pendant 3 ans après la cessation des fonctions. Il y a des obligations de déport. Si des dispositions doivent être améliorées, durcies, rendues encore plus transparentes, personnellement, je n'y vois aucun inconvénient. Je crois qu'il ne faut jamais avoir peur de la probité et de la transparence dans ce domaine-là. Donc, elles peuvent être... il faut être très vigilant sur l'application de la loi Sapin, pour ce qui concerne l'exécutif comme pour les parlementaires. Mais je termine avec une réflexion peut-être plus générale, parce que votre question pointe une nécessaire indépendance des convictions de l'acteur public, politique ou administratif. Je m'interroge toujours, sans remettre en cause ce que je viens de dire, bien au contraire, je m'interroge toujours sur le fait que, au fond, comment on trace la frontière de la manière la plus objective possible, du moment où le besoin de contact pour comprendre les intérêts en présence et de trouver le point d'équilibre de l'intérêt général se transforme en risque d'influence illégitime par des lobbies. Moi, je n'ai jamais cédé, me semble-t-il, à des lobbies. J'ai mes convictions, on peut me les reprocher, mais c'est ainsi. Mais dans une économie ouverte, avec autant d'acteurs,
je reconnais que le point d'équilibre n'est jamais facile à trouver. D'une certaine manière, vos questions et nos discussions l'illustrent, notamment pour quelqu'un qui est en charge d'un secteur, pour un ministre ou un parlementaire qui cherche à comprendre ce qui est en train de se passer. Alors, il y a des règles très claires concernant le lobby. Encore une fois, elles peuvent être améliorées. On voit bien qu'au Parlement européen, ce débat existe depuis très, très longtemps. Il y a en plus, selon les pays, des pratiques totalement différentes. Je me rappelle, il y a déjà de très nombreuses années, avoir été invité, comme d'autres députés français, à participer à une séance de la Chambre des communes et à me rendre à Londres. Le Parlement britannique, dans sa partie nouvelle, est totalement organisé pour accueillir ces lobbies, au nom de la transparence, d'ailleurs, au nom de la transparence. C'était le cas aussi au Parlement européen que je ne connais pas. Je ne défends pas du tout ces pratiques, hein. Mais au contraire, des règles et de la transparence sont indispensables. Mais je reconnais aussi que parfois, les lignes se brouillent. Monsieur le Premier ministre, je vous remercie infiniment pour le temps que vous nous avez accordé. Je dois mettre fin à cette audition parce que nous allons enchaîner directement sur une audition du commissaire européen à l'emploi et aux droits sociaux. Donc nous allons évoquer les débats de régulation européens auxquels vous venez de faire allusion dans votre conclusion. Je vous remercie du temps que vous nous avez accordé, votre témoignage, les réponses à nos questions. Nous aurons peut-être des questions complémentaires que nous pourrons vous faire parvenir. Et bien sûr, vous-même, n'hésitez pas à nous faire parvenir des compléments de réponses ou d'analyse sur tous ces sujets si vous le souhaitez à la commission d'enquête. Nous avons encore à peu près 2 mois de travaux devant nous. Mais dans l'intervalle, je vous remercie et je vous souhaite une excellente journée.